a grandi personnellement dans ma génération. J'ai grandi avec Disney Channel, Hannah Montana, High School Musical, tous ces trucs américains, enfin voilà, Vampire Diaries, tous les trucs très très américains, Twilight, etc. Donc j'avais beaucoup d'attentes envers les États-Unis et j'en ai encore beaucoup. Dès que je voyage quelque part aux États-Unis, je suis comme une gamine encore. La première fois que je suis arrivée à New York, on était dans le bus pour aller à New York, de Newark à New York, et je voyais les buildings et j'ai pleuré. Ah ouais? C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce que t'as ressenti? En mode, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça existe en vrai. Et ça y est, genre, je suis là. C'était un accomplissement d'y être, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, du coup, je me suis mise à pleurer. L'histoire de Lorraine aurait pu être une histoire comme les autres. Mais ce serait sans compter sur cette nuit insouciante, au cours de laquelle elle croise le chemin d'un chorégraphe et danseur de hip-hop américain, un certain Justin. Si ce n'était alors rien de plus qu'une rencontre fortuite, vous le savez, le destin aime tisser des liens inattendus. Dans sa quête d'élargir ses horizons, Lorraine décide de perfectionner son anglais. Un virage qui la conduit à devenir jeune fille au pair, une expérience qui sera ponctuée de haut, mais aussi de bas, qui lui permettra de plonger dans la culture américaine au sein de 2 familles qu'elle soutiendra, mais qui lui laissera un goût amer et la rendra un brin dégoûtée du programme au pair. Mais parmi les méandres de cette aventure, une connexion résiste, celle avec le fameux Justin. À la lueur des réminiscences d'une période de fille au pair, elle reprend contact avec ce fameux Justin qui l'invite à découvrir son monde, la Floride. De cette escapade ensoleillée naît une romance qui défie les distances, une histoire qui a traversé les frontières et le temps, puisqu'elle dure depuis 2019, année au cours de laquelle Lorraine a dû rentrer, s'installer en France à l'issue de ses missions en tant qu'au pair. Aujourd'hui, dans l'ombre de la distance géographique, Lorraine et Justin font face à l'épreuve de la séparation, des kilomètres qui ne peuvent éteindre la flamme qui les unit. Les démarches pour un visa fiancé ont commencé, elle nous raconte tout ça aujourd'hui, et le mariage ne devrait plus tarder. Dans ce récit authentique de la French Expat de la semaine, l'amour transcende les frontières et chaque pas raconte une histoire de courage et de connexion inattendue. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une belle histoire d'amour qui résiste à la distance et au temps. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Allez, c'est parti, je vous présente Lorraine. Hello tout le monde, je m'appelle Lorraine, vous me connaissez peut-être sous le nom de Frenchilo sur les réseaux sociaux. Je suis une ancienne expatriée au pair aux États-Unis. J'ai vécu pendant plus d'1 an aux États-Unis et ça fait 6 ans que je fais les allers-retours France-États-Unis en attendant mon visa qui est un visa fiancé puisque mon conjoint est américain. Donc je vous partage sur les réseaux sociaux ma vie aux États-Unis, les différences pour vous aider à voyager aux États-Unis. Et voilà. Trop bien. Alors, on va discuter des États-Unis, on va discuter de ton expérience ici et entre 2 pays. Mais j'aimerais bien, moi, reprendre un tout petit peu le fil et revenir finalement, alors si ça fait 6 ans que tu fais tout ça, peut-être il y a 7 ans. Pour recontextualiser un petit peu, elle ressemblait à quoi ta vie? Il me semble que tu étais dans le sud de la France. C'est ça, j'étais à Toulouse et il y a 7 ans, j'étais étudiante en BTS technico-commercial dans la mode et le sport. Il faut savoir que de base, moi j'étais dans le milieu agricole, j'ai fait un lycée pro pour être éleveuse de chevaux, donc rien à voir. Et j'ai bifurqué dans un BTS technico-commercial dans la mode et les techniques sportives, ce qui m'a permis en fait de pouvoir travailler dans le milieu du cheval, mais dans tout ce qui est mode de l'équitation et équipement équestre. Et en fait, en plein milieu de ce fameux BTS, j'ai rencontré mon fameux conjoint qui est Justin en soirée. Et en fait, on ne sait plus. Et il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, c'est ça, il faut que j'apprenne l'anglais dans ma vie. Et quand j'ai eu ce déclic, pas forcément en plus, ça a été grâce à lui, mais par la suite, j'ai pas continué à apprendre l'anglais par rapport à lui, même si on continue à parler. C'est que j'ai eu juste ce déclic de, en fait, c'est ça, je veux apprendre l'anglais dans ma vie et je veux voyager et il faut que j'y arrive.
Et tu l'avais jamais envisagé avant? Genre, c'est vraiment l'épiphanie? Si, parce que je suis déjà partie en Irlande à 17 ans, mais j'avais kiffé, etc. Mais je me suis dit, oh, c'est cool, je voyage. Ouais, c'est cool, je sais aligner 2 mots en anglais. Mais j'ai jamais eu ce déclic de, oh là là, il faut que je parle anglais. En fait, quand j'ai rencontré Jacine, le fait de vouloir parler anglais, c'était un truc limite vital pour moi. Et j'avais vraiment envie de progresser en anglais. Et donc, du coup, je m'en suis donné les moyens suite à ce BTS. Trop bien. Alors, raconte-moi un petit peu cette soirée où tu rencontres Justin, il me semble, dans un bar à Toulouse. Donc, il était en tournée en Europe, c'est ça? C'est ça. Alors, Justin était manager de tournée pour les Harlem Globetrotters, l'équipe de basket. Pour ceux qui connaissent, je pense que les plus anciens connaissent. Et en fait, de base, j'avais pas forcément vu Justin dans ce fameux bar. Moi, j'étais avec mes copines un mardi soir, on buvait un verre. Et c'est le producteur de la tournée qui vient me parler, qui me dit « Ah, mais j'aime bien ton tatouage, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. » Quel tatouage? J'ai un tatouage en dos. C'est une clé de fa. Ah! C'est une clé de fa. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai fait de la basse quand j'étais au lycée. Voilà. Et c'était un petit peu mon délire d'ado. Et en fait, on discute musique et tout ça, parce que le mec est musicien et chanteur. Et en fait, il me dit « Ah, mais je connais le manager de la tournée qui est danseur professionnel de breakdance. Vas-y, je te le présente. » Et c'est à ce moment-là où il me présente Jacine. Et en fait, on papote un peu. Et au fur et à mesure de la soirée, Jacine commence à boire un petit coup, à danser, etc. Et c'est là où ça m'a vraiment plu parce que, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec les films Sexy Dance, avec Channing Tatum, etc. Et en fait, c'est des musiques c'est des films de danse, en fait, tout simplement, de danse de rue, de hip-hop, etc. Et en vrai, j'ai flashé, j'ai fait « Waouh !» Mais ça existe en vrai. Comme dans les donc films. du coup, comme dans les films. Et donc du coup, du coup, en fait, on a continué à parler, etc. Et on s'est vu 2 soirs d'affilée. Ensuite, on a perdu un peu contact. Il est revenu à Toulouse pendant 2 jours. Puis après, il est reparti aux États-Unis. Et là, on s'est pas reparlé pendant 6 mois, je dirais. Ouais. Mais moi, cette petite graine de j'ai appris l'anglais, j'ai envie de continuer à apprendre l'anglais et tout, ça a germé dans ma tête. D'accord, donc c'était le gros déclic. Ouais, vraiment. Quand j'ai eu mon BTS, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. J'en ai marre du monde du cheval. Je veux partir vivre à l'étranger. Je veux faire quelque chose à l'étranger. Et donc, j'ai trouvé le programme Au Pair qui était le seul programme qui était plus ou moins dans mes prix. Parce que je viens pas d'une famille non plus hyper aisée et je voulais me payer les choses par mes propres moyens. Et le programme Au Pair, c'est l'un des moyens pour partir aux États-Unis qui est le plus économique. Et vu que j'avais aussi de l'expérience avec les enfants, je me suis dit, bon, banco, ouais. On y va. Oui, ce que tu me disais, t'avais commencé à regarder quoi? Le Canada, mais c'était un tirage au sort, c'était compliqué? C'est ça. En fait, ce que j'avais compris, et encore une fois, j'étais très débutante dans les visas, c'est que pour être au pair au Canada, c'est un PVT. Et en fait, pour obtenir un PVT, c'est un tirage au sort. Donc, tu n'es jamais sûr de savoir si oui ou non tu vas avoir ton visa. J'avais visé aussi l'Australie, sauf que l'Australie, je crois que le visa à l'époque, il était à 360 €, quelque chose comme ça. Ce qui était très cher pour moi. Et le seul qui était plus ou moins dans mes prix et qui aurait pu me permettre de visiter le Canada, qui était mon objectif numéro 1, c'était les États-Unis. Fun fact, je n'ai jamais visité le Canada. Jamais allé au Canada? Non. D'accord. C'est la petite fun fact. Mais j'ai fait le Mexique, on peut pas tout faire. Bah, c'est déjà pas mal. Et quand tu pars aux États-Unis, enfin ça me surprend ce que tu dis parce que je trouve moi les visas américains très chers. Est-ce que c'est propre au programme Au Pair en fait, ou le programme Au Pair paye le visa? Comment ça se passe? En fait non, tu payes ton agence et en fait dans le prix de l'agence, t'as, il me semble, alors peut-être que je te dis des bêtises, peut-être que je l'ai payé à côté, je sais plus, mais grosso modo ça m'a coûté 1 000 € en total. Et je trouvais ça pas si cher que ça pour être logé, nourri, blanchi, avec une petite paye par mois et pouvoir être aux États-Unis et être expatrié. Donc en fait, c'est vraiment le choix. Le truc aussi, c'est qu'aux États-Unis, pour partir au pair, t'es obligé de partir avec une agence. Et moi, ça me rassurait vachement. Parce que j'avais entendu tellement d'histoires d'au pair qui étaient partis en Angleterre et avec qui ça s'était mal passé parce qu'elles sont parties via la plateforme Au Pair World. C'est comme un site de rencontre entre famille et futurs au pair. Et il n'y a pas de contrôle, quoi. Donc, c'est assez dangereux. Et moi, le fait que ce soit avec une agence, ça rassurait mes parents et puis ça me rassurait moi aussi. Donc, du coup, je suis partie aux États-Unis comme ça. D'accord, ok. Et alors, comment... donc, on a parlé de destinations assez lointaines, d'accord? Les États-Unis, l'Australie, le Canada. Tu parles justement de l'Angleterre. Tu l'as pas considéré une seule fois?
Non, parce que je me suis dit, quitte à partir quelque part, autant partir loin et autant partir longtemps. D'accord, ok. Voilà. J'avais vraiment envie de changement. Ouais, mais... d'accord. Donc du coup, tu finis ton BTS, tu lances la procédure pour partir. Et quand tu dis longtemps, t'avais quoi? Tu voulais partir 1 an, 2 ans? 1 an minimum, ouais. D'accord. Ils ont réagi comment dans ta famille quand tu leur as dit, bon, bah les gars, salut, moi je vais aller voir ailleurs, je vais aller apprendre l'anglais? Plutôt bien, Ouais. plutôt bien. Mon père, il n'en avait pas trop grand-chose à faire parce que mes parents sont divorcés. Mon père, je le vois pas non plus trop souvent. Plutôt bien parce que ma mère, enfin, j'ai 2 petits frères. Mes 2 petits frères habitaient encore avec ma mère à l'époque, donc elle n'était pas toute seule. Plutôt bien. Après, c'est vrai que ma mère, le jour du départ, elle a pleuré tout ce qu'elle pouvait. Elle était dégoûtée. Et ben, voilà, mais c'est normal. Mais au final, elle m'a jamais stoppée. Et au contraire, elle m'a même poussée dans cette démarche-là en me disant que c'était Une bonne opportunité. une bonne expérience. Ouais, c'était une bonne opportunité, c'était une bonne expérience et qu'il fallait que je fasse aussi mes propres expériences et que l'étranger, ça pouvait aussi m'ouvrir beaucoup de portes par la suite. Donc voilà, non, ça a été très bien pris par toute ma famille. D'accord, bon, super. Alors, une fois que tu te lances dans ces démarches, cette agence, du coup, te match avec une famille. Comment est-ce que ça se passe? Alors, une fois qu'on a validé notre dossier, parce qu'on a tout un dossier à valider avec un certain nombre d'heures de garde d'enfants, avec une vidéo de présentation, etc., on est sur le marché, j'aime bien appeler ça comme ça, le marché des au pairs. Ça veut dire que nous, on est des petits produits, on est des petites au pairs, et les familles nous contactent. Et nous, c'est à nous d'accepter ou pas, en fait, le contact de telle ou telle famille. Ça va que dans un Donc, sens? le Toi, tu mieux- peux pas les contacter? Non, ça va que dans un sens. Et du coup, les familles nous contactent. C'est à nous de choisir si oui ou non on veut être en contact avec elles. Et ensuite, on peut être en contact avec plusieurs familles d'un coup, en fait, pour pouvoir choisir la famille qui nous correspond le plus. Donc, on a le droit de faire plusieurs Skype, plusieurs interviews, etc., pour vraiment poser toutes les questions qu'on a besoin et choisir la famille qui nous correspond. Après, encore une fois, c'est qui tout double. Les gens peuvent être d'une certaine manière via Skype, et puis au final, Ouais, on se rend bien compte sûr. qu'on ne matche pas Bien du sûr. tout une fois arrivé là-bas. Et bon, il n'y a pas de souci, ça arrive, hein. Mais ouais, les Skype sont très, très importants pour bien déceler en fait ce que veut la famille et ce qu'on veut nous en tant qu'au pair. D'accord, ok. Et alors, comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que tu as plusieurs familles qui te contactent et au final, c'est à toi de faire le choix? Comment ça se passe? Ouais, alors c'est ça. Moi, j'ai eu quelques familles qui m'ont contacté dans mon cas, mais j'ai vite choisi ma première famille parce que cette première famille en question habitait à la campagne et avait des chevaux. Et en fait, ils m'ont dit, oui, Lorraine, pas de souci, si tu viens en tant qu'au pair dans notre famille, tu pourras en plus de ça monter à cheval, t'occuper des chevaux avec nous, etc. Ce sera super. Donc, c'est une famille plutôt européanisée parce que c'est une famille qui voyage beaucoup en Europe et en France. Le père est vigneron, cultive des vignes de France, en fait, là, en Pennsylvanie. Savoir que je me suis retrouvée en Pennsylvanie, dans le Lancaster County, donc c'est le pays des Amish. Clairement, on était la seule famille à ne pas être Amish autour d'un village Amish. Donc, comment te dire que c'était très, très, très rustique, enfin, voilà, ouais, très, très rustique, très rural, très, très Amish, quoi. La mère travaillait à la banque, donc elle était tout le temps en vadrouille. Et j'avais 2 enfants à garder, un petit garçon de 7 ans et un autre petit garçon de 3 ans. Le petit garçon de 7 ans allait à l'école, je m'en occupais pas beaucoup. L'autre de 3 ans, je m'en occupais énormément. Tout se passe bien au début, je monte à cheval, je m'occupe du gamin de 3 ans, etc. Sauf que, en fait, au fur et à mesure, je m'entendais pas si bien que ça, en fait, avec le petit de 3 ans, qui avait des comportements plus que limites envers moi. C'est-à-dire, il me crachait dessus, il me tirait les cheveux, il m'insultait. Et en fait, j'ai pris sur moi, j'ai essayé d'en parler aux parents. Ça l'a pas fait parce que les parents étaient dans une optique de il ne faut pas contredire l'enfant. Jamais. D'accord. Et moi, ça me tapait un peu sur le système, gentiment. Ouais, puis il y a un moment, j'imagine, où tu as besoin de te sentir soutenue toi aussi, quoi. Bah, c'est ça. Et puis moi, je parlais pas très bien anglais non plus. Donc, en fait, c'était assez compliqué dans mon cas. Et concernant les chevaux, ils avaient 2 chevaux à la maison. Donc, je montais après en parallèle. Ils m'avaient initiée à la chasse à courre. Je t'imagine pas du tout faire de la chasse à courre. Et pourtant, j'en ai fait quelques années, même si je suis pas forcément pour la chasse. Savoir que la chasse à courre en France et aux États-Unis, c'est 2 choses complètement différentes. La chasse aux États-Unis, c'est de la chasse au renard. Donc, en fait, c'est plus un jeu. On ne tue pas le renard. On chasse le renard. Une fois qu'on attrape le renard, quand on l'attrape, on le relâche. Puis moi, je montais les jeunes chevaux. J'étais derrière, j'étais en train de m'éclater avec les jeunes chevaux. Je faisais pas forcément attention à ce qui se passait devant, quoi. Et après, je montais aussi à cheval avec une amie qui avait un élevage de selles français. Et donc, du coup, je montais les jeunes chevaux avec elle aussi et je m'occupais des jeunes en parallèle de mon travail. Sauf que le problème, c'est que les 2 chevaux qui étaient à la maison, je devais m'en occuper tous les jours, c'est-à-dire faire les box, me donner à manger, à boire, etc., les sortir au paddock
enfin, la totale, quoi. Le seul truc, c'est que je devais faire ça pendant mes heures où j'étais au pair, pendant que je gardais le gamin de 3 ans avec moi, ce qui était assez dangereux. Parce que dès que je m'occupe du cheval ou de faire le box, je peux pas forcément avoir les yeux rivés sur le petit. Le petit peut aller dans le pré, toucher les fils électriques, je sais pas, je peux lui mettre un coup de fourche, je ne sais quoi. Et en fait, au bout de quelques fois, j'ai commencé à essayer d'en parler aux parents en disant, écoutez, il y en a un de vous deux qui travaille à la maison, est-ce que vous pouvez pas le garder pendant 15 minutes le temps que je fasse les box? Parce que là, c'est hyper dangereux. Et le mari n'a pas voulu. Du coup, j'ai dit, vous savez quoi? Plein hiver, moins 10 degrés, je ne fais plus les box. Et la mère, vu que c'était chevaux et qu'en plus de ça, je ne peux pas les monter puisque tu m'interdis de les monter, tu feras les box et tu leur donneras à manger avant et après ton travail. Et je pense que ça c'est mal passé. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui est assez droite dans mes bottes, dans ma façon de penser. Et quand on essaie d'abuser de ma gentillesse, je sais pas que je me braque tout de suite, mais je fais clairement comprendre que là, non, quoi. Voilà, le problème, c'est que j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et se faire entendre quand on a 20 ans face à des personnes qui ont 45, 50 ans, c'est compliqué des fois. Parce que ces personnes-là se disent, ouais, enfin, c'est qui cette gamine de 20 ans qui essaie de me dicter comment je dois éduquer mes enfants et comment je dois faire les choses avec mes chevaux, quoi. Donc, et t'en as parlé à ton agence qui aurait peut-être pu t'accompagner là-dessus ou... Alors, mon agence a essayé de m'accompagner là-dessus. Le problème, c'est qu'en fait, elle a essayé de temporiser au maximum. Et au lendemain de Noël, on me donne mon cadeau. Et puis, on me regarde, on me dit, écoute, Lorraine, on rematch. On trouve que tu t'entends pas très bien avec les enfants, on s'entend pas très bien avec toi, donc rematch. Alors, tu veux expliquer ce que c'est un rematch? Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Un rematch, c'est quand on doit changer de famille, que ce soit de son plein gré ou via une demande en fait de la famille. Donc, on est ce qu'on appelle en rematch et on est remis sur le marché des au pairs. Les familles nous contactent, mais il faut savoir qu'on a 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Ah waouh, c'est si on ne trouve pas de nouvelles... C'est ça. Et que si on ne trouve pas de nouvelle famille, on doit payer nos billets retour pour retourner dans notre pays. Sachant qu'en plus, là, t'es aux vacances de Noël, ou j'imagine que c'est pas évident. C'est ça. On est entre Noël et Jour de l'An. Donc, ça a duré jusqu'à mi-janvier. Et c'est très, très stressant comme procédé. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une nouvelle famille. Je suis assez open au niveau de la géographie. Je suis assez open sur plein de choses. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, les familles qui me contactaient, c'était 5 enfants, 3 chiens, 2 poules, 4 enfants, 3 chiens, je ne sais quoi. Et en fait, je me suis dit, mais non, au niveau de surcharge de travail, je trouvais ça énorme et je ne voulais pas m'engager dans quelque chose comme ça. La directrice de région, donc il faut savoir que quand on est au pair, dans chaque région qu'on habite, on a une directrice de région qui gère les au pairs de la région. Elle est censée nous accompagner dans nos différents procédés, notamment durant le rematch. Le problème, c'est que pendant ce rematch-là, cette fameuse directrice de région me poussait à prendre mes billets d'avion 1 semaine avant la fin du rematch. Ah ouais? Et j'ai dû me batailler avec elle. Et j'ai dû me batailler avec elle pour dire que non, en fait, il me reste 48 heures, il me reste 72 heures, j'ai encore le temps pour trouver une famille. Et je dormais presque plus. Oh, vache. Et en fait, j'ai trouvé une famille 24 heures avant la fin du rematch. Waouh. J'étais en stress total. J'expliquais avec la famille à quel point ils devaient prendre une décision là, maintenant. J'aurais dit, écoutez, on vient à peine de se rencontrer, mais je pense que si vous pensez que ça match, il faut qu'on prenne une décision là, parce que dans 24 heures, je dois repartir au pays et que c'est pas ce que j'ai envie. Donc voilà. Et je pars du coup à Atlanta pour la 2e famille. On va faire une petite pause là, juste pour revenir sur donc, cette première expérience qui s'avère être un peu compliquée. T'es resté quoi du coup avec 3-4 mois, un truc comme ça? 3-4 mois, ouais, quelque chose comme ça. À ce moment-là, c'était ta première fois aux États-Unis? Oui, c'était ma première fois aux États-Unis et je parlais pas non plus très très bien d'anglais, donc c'était un peu. Ça faisait beaucoup de choses d'un coup. Était un peu compliquée. Et est-ce que tu te souviens de, je sais pas, ce que t'as ressenti quand t'as découvert le pays, la région pour la première fois? Parce qu'il y a l'image qu'on s'en fait en grandissant finalement avec les États-Unis un peu partout dans la pop culture, et puis il y a le jour où on arrive. Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors, en fait, comme tu le dis, on a grandi, personnellement, dans ma génération, j'ai grandi avec Disney Channel, Hannah Montana, High School Musical, tous ces trucs américains, enfin voilà, Vampire Diaries, tous les trucs très très américains, Twilight, etc. Donc, j'avais beaucoup d'attentes envers les États-Unis et j'en ai encore beaucoup. Dès que je voyage quelque part aux États-Unis, je suis comme une gamine encore. La première fois que je suis arrivée à New York, on était dans le bus
pour aller à New York, de Newark à New York, et je voyais les buildings et j'ai pleuré. Ah ouais? C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce que t'as ressenti? En mode, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça existe en vrai, et ça y est, genre, je suis là. C'était un accomplissement d'y être, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, du coup, je me suis mise à pleurer. Après, j'avoue que quand je suis partie en Pennsylvanie, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit, ça va être la campagne américaine, mais je m'attendais au ranch avec les cow-boys et tout ça, alors que pas du tout. La Pennsylvanie, c'est pas du tout ça. Et c'est le Grand Ouest. C'est ça. Et j'avoue que je suis redescendue un peu de mon petit nuage et j'ai fait, ah ouais, d'accord, bon, en fait, c'est ça. En fait, la nourriture, elle est pas si top que ça. En fait, il y a ça dans lequel je suis pas fan. Mais sinon, franchement, dans sa globalité, j'étais plus ou moins émerveillée et je le suis encore aujourd'hui dès que je voyage dans un nouvel endroit aux États-Unis. Ouais. Je suis encore comme une gamine, quoi. D'accord. Donc, ce qui explique que malgré cette première expérience qui n'était pas évidente, t'avais clairement pas fini d'explorer les États-Unis. Non, et j'ai pas fini. Ouais. J'ai pas encore exploré tout le pays, donc je suis loin d'avoir fini. D'accord. Mais ça m'intrigue beaucoup. Et à ce stade-là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que tu as rencontré Justin? Ça fait 6 mois que j'ai rencontré Justin, mais on se parlait plus trop. Et en fait, vous étiez quand même resté en contact pour un mec que tu avais rencontré, avec qui tu as passé 2 jours. Ouais, on était restés en contact plus ou moins. Et en fait, on était potes sur Instagram, quoi. Vraiment. C'est tout. Et en fait, quand je suis arrivée à New York et qu'il a vu ma story, il m'a dit « Oh, mais t'es à New York, mais quand tu veux, tu viens en Floride. » D'accord. Et j'ai fait « Ah bah chouette !» 3 semaines plus tard, j'avais pris mes billets. J'ai pris mon petit week-end off. Et j'avais pris les billets. Et ça, c'était avec la première famille ou la deuxième famille? Je suis perdue. La première famille. Ah, d'accord. La première famille. Et quand j'ai dit à la première famille que je partais en Floride voir un ami pour le week-end et que je rentrerai plus tard, ils m'ont dit, mais quel est cet ami? Comment tu le connais? Un vrai interrogatoire. À quoi il ressemble, etc. Et Justin est afro-américain. Et ça, le détail est important, c'est pour ça. Et quand ils ont vu le fait qu'il était afro-américain, ils m'ont posé tout un interrogatoire en mode « Mais t'es sûr qu'il n'est pas dangereux? Où est-ce qu'il habite? C'est pas ghetto, etc. Fais attention, les afro-américains dans le sud des États-Unis, patati patata. » Et en parallèle, j'avais ma mère au téléphone et ma mère qui me disait « Mais oui, vas-y, fonce, il est super sympa ce mec. » Et là, je les regardais, je dis « En fait, si ma mère elle me dit que c'est OK, je vous dis c'est OK. Hein. » Vraiment. Et donc, du coup, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai qu'ils avaient un peu d'appréhension concernant Justin parce que le truc, c'est que la communauté afro-américaine et la communauté blanche privilégiée, j'ai envie de dire, il y a un monde, en fait. Il y a vraiment un monde entre les deux. Et donc, du coup, ils avaient des petites inquiétudes. Mais bon, ça leur est vite passé. Avant donc de passer à Atlanta, comment se passent les retrouvailles avec Justin? Eh bien, plutôt fusionnel. Ouais. Plutôt fusionnel. Sachant que vous n'êtes pas restés en contact au sens où vous étiez en couple pendant 6 mois. Enfin, vous repartez un peu de zéro, là. C'est ça, parce qu'en fait, il était reparti en couple avec son ex entre-temps, puis ils se sont séparés, puis moi, je suis arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe, et il m'a présenté, en fait, sa vie à Tampa, il m'a présenté Tampa un peu dans sa globalité, il m'a présenté à 2-3 de ses copains, mais rien de bien officiel, et suite à ça, on s'est vu, du coup, toute mon année au pair, on se voyait au minimum 1 fois par mois, un week-end par mois. Donc, c'est pas non plus énorme. On est partis en vacances entre-temps ensemble au Mexique pour la première fois, mais c'était pas non plus énorme. Mais pendant ce laps de temps, j'ai eu le temps de rencontrer quand même sa famille, de rencontrer son fils, et du coup, de construire vraiment des liens très privilégiés avec sa famille, ce qui fait qu'on s'est vite mis ensemble au final, malgré la distance. Enfin, je te dis vite, on s'est mis en couple, je crois, au mois de février-mars, donc après mon premier rematch. Parce qu'en fait, au final, malgré qu'on ne se soit pas vu énormément en termes de temps, on discutait beaucoup par message, on s'appelait 2-3 fois par jour, et il m'avait présenté toute sa famille. Et sa famille disait, mais il ne nous a jamais présenté personne, il n'a jamais présenté personne à son fils. Donc, ouais, on s'est vite mis ensemble par la suite. Et toi, parce que toutes ces fois, du coup, vous vous voyez 1 fois par mois pendant quoi, 6 mois avant, ou un peu plus avant de vous mettre ensemble.
Enfin, c'est fait progressivement. Enfin, je sais pas, raconte-moi. J'avais déjà un coup de cœur pour lui, donc j'avais pas forcément. Moi, si on aurait pu me se dire demain on se met en couple, je me serais mise en T'étais couple prête, avec quoi. lui directement. Ah ouais, D'accord. mais c'est lui qui voulait prendre les choses, on va dire, plus à la cool et de pas se prendre la tête. Et il était tout le temps en tournée. Enfin, à l'époque où je l'ai rencontré, il faisait beaucoup de tournées. Après, il a quitté l'Harlem, il était bloqué chez lui, il faisait Uber. Donc en fait, on a pris les choses tranquillement, quoi. Alors, repartons dans le présent. Donc là, nous sommes à Atlanta. Présente-moi cette nouvelle famille et puis comment ça se passe. Parce que, je veux dire, on parle quand même beaucoup des États-Unis dans French Expat, mais les États-Unis, c'est un pays continent. Chaque État, chaque région peuvent être très, très, très différents. Donc, c'est comme si tu allais finalement dans un nouveau pays pour toi. C'est ça. Et encore, t'as pas la suite de l'histoire, mais Atlanta était complètement différent de la Pennsylvanie. J'étais dans la campagne de la Pennsylvanie, donc la ville, je ne connaissais pas. La ville américaine, je la connaissais pas. Je suis arrivée dans la banlieue proche d'Atlanta, donc au nord d'Atlanta, dans une famille de 3 enfants. Ils avaient 6, donc c'était 2 jumelles de 6 ans et un de 8 ans, et des parents. Ils étaient tous chrétiens, la famille était chrétienne. Donc moi, je suis pas forcément croyante, mais je respecte. Donc il n'y a pas de souci, on peut faire les prières le matin, le soir, quand vous voulez. On peut aller à l'église le dimanche, ça me dérange pas. Et j'avais mon propre espace, chose que je n'avais pas forcément. Enfin, j'avais ma propre chambre dans l'autre maison en Pennsylvanie, mais j'avais juste une chambre. Là, j'avais carrément mon propre espace avec ma propre salle de bain, mon propre salon. Enfin, j'avais vraiment un bel espace. Et au début, tout se passe très très bien avec cette famille. Communication géniale, les enfants adorables. Et je vais le dire encore, les enfants étaient adorables. Vraiment, je faisais énormément de choses avec eux. Il n'y avait pas de prise de tête. C'était tout roule. Franchement, c'est tout roule. Ouais. Tout roule comme sur des roulettes. Après, j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté, je pense, la confiance des parents. J'ai eu un accident de voiture quand j'étais toute seule dans la voiture. Je suis rentrée dans leur boîte aux lettres, mais je leur ai défoncé la voiture. Pardon, parce que la boîte aux lettres était en briques. Non, mais la boîte aux lettres était en briques et j'ai pas fait gaffe en reculant. Et j'ai reculé d'un coup sec. Et en fait, l'arrière de la voiture était. Et je crois que ça leur a coûté plus de $10 000 de réparation, une connerie comme ça. D'accord. Et en fait, du coup, ils étaient très en colère. J'ai payé ma dette pendant des mois et des mois en leur remboursant petit à petit, en fait, les réparations, ou une partie des réparations. Mais ce qui a cassé, on va dire, je pense, la confiance qu'ils avaient en moi. Et sachant que j'étais la plus jeune au pair qu'ils avaient jamais eu. À l'époque, j'avais que 20 ans. Habituellement, ils prenaient des au pairs de 25-26 ans. Et donc voilà, je pense que ça a cassé un peu quelque chose. Mais on est restés ensemble, on s'est pas séparés. Et non, pas du tout. Et puis on en avait discuté aussi parce qu'ils m'ont dit, écoute Lorraine, cette erreur, c'est franchement, nous, ça nous met un coup de froid et tout. Et je leur ai expliqué qu'honnêtement, j'étais pas mentalement prête à refaire un rematch. Vu que la dernière fois, ça s'est pas forcément très bien passé. Et que, j'étais désolée que ça n'allait pas se reproduire, qu'on allait faire en sorte que ça marche. Et voilà. Donc, en fait, ça a marché. Alors, la communication était un peu plus compliquée par la suite avec les parents. Mais avec les enfants, je m'entendais toujours très, très bien. Donc, en fait, tant qu'avec les enfants, ça allait, les parents, c'était pas très grave. D'accord. En vrai. Les parents, voilà, c'est pas grave. Et donc, je suis restée, pareil, 4 mois à peu près... un peu plus de 4 mois peut-être, à Atlanta. Et en fait, ils m'ont annoncé qu'ils déménageaient à Dallas, au Texas. Et il me restait 3 mois d'aventure au moment du déménagement. Donc, j'ai dit, 3 mois de visa, tu veux dire Ouais, 3 mois de visa, c'est ça. Donc, je me suis dit, on déménage au Texas. Et donc, avant de pouvoir partir au Texas, ils voulaient faire le gros du déménagement tout seul, sans les enfants. Sans les petits. Donc, ils nous envoyaient dans le Kansas, chez les grands-parents et chez la grande-tante, parce qu'on a passé du coup 2 semaines dans le Kansas, mais pleine campagne. Et là, pour le coup, c'était rodéo, cow-boy, chevaux. Et puis le Kansas, là, t'es vraiment dans ton cliché des grands espaces, des ranchs. C'est ça. Et la famille était en plus une famille d'agriculteurs avec des chevaux, etc. Donc c'était... franchement, c'était super. La famille, je m'en suis très, très bien entendue avec elle. Le petit bémol, c'est que pendant les 2 semaines, je m'occupais presque H24 des enfants. Puisque en fait c'était un peu une situation exceptionnelle, donc j'avais pas forcément d'heures habituellement, tu vois, on fait 45 heures maximum semaine. Là, je t'avoue que j'ai pas trop compté mes heures.
Voilà, et j'étais un peu sous-payée, mais c'est pas grave. La famille était très sympa à côté et c'est ce qui a vraiment aidé à passer tout ça. D'accord. Et puis après, Et donc après, le vamos à Texas. Dallas. D'accord, OK. Donc finalement, tu auras vécu dans 4 États en 1 an, c'est ça? C'est ça. Plus la Floride, où j'allais une fois par mois, quoi. D'accord, OK, ouais, donc en parallèle, tu avais tout ça encore qui continuait. Et alors comment ça se passe, le Texas, du coup, ça se passe vite, j'imagine, puisque il te reste, 2 mois et demi, 3 mois? Bah, ça se passe vite, mais je vois pas le temps passer dans le sens où je rencontre vite du monde, je rencontre vite d'autres au pairs avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Je rencontre tout un groupe de French expatriés où on fait des voyages ensemble à San Antonio, à Austin. Et en fait, je me suis créé un groupe d'amis très très soudés dans cette région-là. Si demain je suis plus avec Justine, par exemple, je déménage au Texas. Ah ouais, c'est le coin que tu as envie d'aller voir, quoi? Bah, j'ai tous mes amis là-bas. Enfin, j'ai toutes mes connaissances d'au pair sont encore là-bas. Et c'est les personnes avec qui je suis plus proche à l'heure actuelle. Donc, Ouais, ouais. voilà. Et en fait, ça s'est très, très bien passé, cette partie à Dallas. Même si, bon, avec la famille, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Ah mince, qu'est-ce qui C'est s'est pas passé? très, très grave. Oh, bah, j'avais pas de voiture, mais on vivait très loin du centre-ville. Uber, c'était cher. Donc, du coup, j'avais ma pote qui faisait 3 quarts d'heure de route pour venir me chercher à chaque fois pour aller en soirée. Du coup, je passais les week-ends chez elle. Donc, je me suis très bien entendue avec sa famille d'accueil. Mais du coup, je passais plus aucun week-end avec ma famille d'accueil. Les repas du soir, je les sautais parce que j'étais tout le temps. Je voulais. Enfin, le truc, c'est que vu que le lien avec les parents était un peu cassé et qu'avec le temps, il y avait de moins en moins de communication, j'avais pas forcément envie de passer du temps forcément avec les parents. Donc, dès que les parents rentraient du travail, moi, je disais au revoir au petit haut et puis je me mettais de mon côté, quoi. Alors du coup, l'anniversaire arrive, ça fait 1 an que tu es là, tu rentres, et tu me disais que cette aventure te dégoûte un peu quand même du programme au pair? Alors, ce qui me dégoûte du programme au pair, je trouve que le programme au pair est un programme qui est très très bien. Il y a des agences qui sont très bien et heureusement que je suis tombée sur une agence qui était bien, personnellement. C'est quoi l'agence, que tu as utilisée? Alors, je suis partie avec Fait Rêver, qui est connectée avec la grosse antenne Au Pair Care. Le seul truc, le seul petit bémol que j'ai par rapport aux agences au pair, c'est que on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'au pair, quand on part. Mais nous, on pense qu'on paye 1 000 €, donc on pense qu'on est le client. Mais le problème, c'est que les familles, pour avoir des au pairs à la maison, elles payent beaucoup, beaucoup plus. Donc, qui est le client, qui est le produit dans l'histoire? Et ça se ressent. Et le problème, c'est qu'il y a plein de downside, plein de petits trucs qui sont pas dits dans le contrat ou qui sont mis dans les petites lignes et il n'y a pas assez de prévention, en fait. C'est ça qui me dérange. Dans le programme au pair, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport aux au pairs, par rapport à ce qu'elles pourraient vivre mentalement, par rapport à ce qui pourrait se passer si ça se passe pas bien. Il n'y a pas assez d'encadrement. On nous dit que les directrices de région sont toujours là pour nous, alors que c'est pas forcément vrai. Parce que souvent, les directrices de région sont en bisbise avec les familles et que, honnêtement, c'est difficile. Ça peut être compliqué. Il faut vraiment mentalement être bien préparé à être dans un nouveau pays, à parler une nouvelle langue, à avoir cette capacité d'adaptation qui est pas facile quand on a 18, 19 ans, 20 ans. Et vraiment, il faut le comprendre avant de partir. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention. Enfin, de mon côté, en tout cas. C'est juste ça. C'est juste ça, c'est important de le dire, effectivement. Alors, à ce stade-là, du coup, toi, tu rentres en France, tu rentres à Toulouse, mais que devient Justine dans l'histoire? Alors, il faut savoir qu'avant la fin de mon programme au pair, Justine avait eu un contrat de danseur sur une croisière. Je ne l'avais pas vu pendant 3 mois. Et avant de repartir en France, il m'offre un voyage dans les Bermudes, sur le bateau de croisière dans lequel il travaille, pour qu'on puisse se voir pendant 2 semaines. Donc là, on se voit, et ensuite, je rentre en France. Et je lui ai clairement dit que s'il voulait qu'on arrête la relation, il n'y avait pas de souci, que je comprendrais, parce que moi, j'avais pas forcément les moyens de repartir aux États-Unis, et que ça allait être compliqué. Il veut garder la relation comme elle est, pas de souci au niveau de la distance. Et du coup, je rentre en France, j'essaie de reprendre les études, sauf que ça se passe pas comme prévu. Du coup, je fais des petits boulots. Ma grand-mère tombe malade, je fais des petits boulots pour rester à côté de chez elle et pouvoir m'occuper d'elle. Et en fait, Justine suite à ce contrat de danseur, n'avait pas beaucoup de finances puisqu'elle venait de commencer sa chaîne YouTube.
Justin est aujourd'hui youtubeur dans le domaine des croisières. Il a une grosse chaîne YouTube dans le domaine des croisières, mais à l'époque, il venait tout juste de la commencer et il gagnait pas d'argent avec. Donc, il repart chez lui, il fait Uber, mais ce qui fait qu'on n'avait pas du tout de finances pour se voir. Donc, on se voyait peut-être 2 à 3 fois dans l'année, D'accord. maximum. Pendant combien de temps ça a duré, ça? Jusqu'au Covid. 2019, je suis rentrée fin 2018 en France, Ah ouais, donc jusqu'à 1 an et mars demi. 2020. D'accord. 1 an et demi comme ça. Ouais. Où on s'est vu 3-4 fois, quoi, du coup. Waouh. Et dans ces moments-là, du coup, les perspectives, c'est quoi? Parce que tu sais pas, en fait, si les choses vont aller mieux, comment est-ce que vous viviez cette relation tous les deux? Pour le coup, on était tellement occupés, nous, dans nos projets pro, qu'on se disait, on a le temps, c'est pas grave. On planifie notre prochaine rencontre. On sait pas de quoi demain sera fait. On verra par la suite ce qu'on fera dans le futur plus ou moins proche. Mais pour l'instant, on planifiait en fait juste nos prochains voyages. Quand on était ensemble, on se disait, OK, là en ce moment on est ensemble, mais quand est-ce que tu pourrais revenir en France? Quand est-ce qu'on pourrait se revoir? Parce qu'il faut savoir que moi, pendant ce 1 an et demi, vu que j'avais un boulot qui m'obligeait à rester en France, puisque j'avais pas des congés non plus comme ça. Ma grand-mère qui était malade. Du coup, je me suis dit, bon, moi, pendant 1 an et demi, là, je reste en France. Si Justine, tu es flexible et que tu veux venir en France, il n'y a pas de souci, mais moi, je pense que je peux pas venir aux États-Unis. J'ai pas les moyens. Donc, pendant 1 an et demi, il vient en France 2, 3 fois, je crois, ou 4 D'accord. fois. C'était ses premières fois en Et, France, du coup? Ah bah non, tu l'as rencontré en non, France, je suis bête. ouais, mais c'était ses premières fois dans une famille française, c'est vraiment avec la culture L'immersion, française, etc. Ce qui était assez rigolo d'ailleurs, et aucun membre de ma famille ne parlait anglais à l'époque, Waouh. ce qui fait que j'étais la traductrice en chef de tout le monde. Ça peut être un peu épuisant, Et ça. je Hein. me suis- Parce que t'arrives pas. C'est- Tu traduis, du coup, t'es pas forcément dans la conversation. T'es là, mais t'es pas là. Enfin, je sais pas. Bah, en fait, ce qui est plus dur, c'est pas forcément de switcher, et parce que ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est pas forcément de switcher de français à l'anglais. Ce qui est le plus dur, c'est que les gens ne comprennent pas autour que tu ne peux pas comprendre 2 langues en même temps. Par exemple, j'explique quelque chose à Justine en anglais, tu vas avoir ma mère qui me parle en français à côté de l'oreille. Et je lui dis, maman, je peux pas t'écouter là. Je peux pas. Mon cerveau, il est pas en français. Et vice versa, quand je parle en français avec ma famille et que Justine me parle en anglais dans l'oreille, je lui dis, bébé, là, non, quoi. Là, c'est pas possible. Ouais, ça a un côté. Ça rend fou. Ouais, non, mais je me suis déjà énervée à plusieurs reprises. Hein. Parce que, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand ils comprennent pas, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Et je pense que tous les gens qui ont été dans cette situation comprennent exactement de quoi tu veux parler. Ouais. C'est pas facile. Après, bien, voilà, c'est de la compréhension mutuelle. Justin n'a jamais trop eu d'accroche avec le français. Puis, à l'époque, il a un fils, il doit vraiment gagner son, enfin, voilà, gagner son argent. Donc, du coup, il avait d'autres préoccupations que d'apprendre le français, ce qui est logique. Mais ce qui fait que, du coup, c'était à moi vraiment de faire l'effort de bien traduire tout ce qui se passait autour de nous. D'accord. Un sacré travail. Et puis après Covid, moi, entre-temps, vu que j'avais eu... entre-temps, ma grand-mère part. Voilà, sa maladie l'a emportée. Et moi, je trouve un job en tant que commercial export dans le milieu du cheval pour vendre des machines à laver en Angleterre et en Belgique. Donc, a priori, les États-Unis, c'est pas du tout. C'était pas pour tout de suite. Et je me suis dit, si l'occasion j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retourne. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez de diplôme pour être sellier. Parce que mon but, moi, c'était de devenir sellier dans des grandes marques internationales de sellerie aux États-Unis ou au Canada. Et le problème, c'est que j'avais pas de bac+3, ce qui était compliqué du coup pour obtenir un visa. Donc, je me suis rapatriée sur une autre entreprise qui cherchait des gens en Angleterre, vu que je voulais parler anglais. Et avant de partir en Angleterre, 2020, pendant la période Covid, je faisais les allers-retours Poitiers-Belgique à cette époque-là. Et donc, 2020, je reste bloquée en France. Et avec Justine, on ne se voit pas pendant 1 an. Ok, waouh, c'est long là. 1 an tout pile. C'est très long. C'est très très long. Je suis retournée, je suis partie en Angleterre entre-temps, fin 2020, début 2021, pour y déménager. Donc j'ai déménagé en Angleterre et c'est à ce moment-là qu'on s'est revus avec Justine parce que l'Angleterre était un petit peu moins stricte sur les arrivées, en fait, au niveau des voyages que la France. Ouais. Et donc, on s'est revus en Angleterre, sauf que ça s'est très mal passé. Beaucoup de disputes, etc. Et on se sépare. Il rentre chez lui et on se sépare, ouais. Grande déception de mon côté, et je pense du sien aussi. Et après, avec l'entreprise, ça se passe pas du tout bien en Angleterre.
J'ai dû rentrer en France tout en travaillant avec cette même entreprise, tout en gardant mon appartement en Angleterre. J'ai dépensé des centaines et des centaines d'euros qui ont été jetés par la fenêtre et j'étais vraiment à cran. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à vendre, j'arrivais pas à faire de commission. J'arrivais pas je croulais sous les dettes en fait et j'étais fatiguée moralement. Plus le fait que je sois plus avec Justin, ça m'a un peu déboussolée. Et en fait, Justin combat les restrictions Covid de différents pays pour venir me reconquérir en France. On est quoi? On est en 2021 là? Début 2021. Vous êtes séparés depuis combien de temps du coup? 3-4 mois. Ok. Toi, t'es encore en Angleterre? Ouais, enfin, je suis entre l'Angleterre et la France, du coup. Je repars en France aux alentours de janvier et lui, en parallèle, il essaie de me recontacter, sauf que moi, je dis, bah non, c'est bon, t'as déconné, c'est bon, on s'est disputé, je veux plus entendre parler de toi. Et sauf que entre janvier et mars, le boulot était très, très compliqué avec mon entreprise. Et Justin essaie de me reconquérir et courant, février-mars, il part, donc février-mars 2021, il part de Tampa. Il fait tout un trip, genre je crois que c'est Tampa, Atlanta, Boston, Londres. Il reste bloqué 2 semaines à Londres. Ensuite Londres, Paris, et tout ça en train après. Paris, Toulouse. Comme dans les films américains en fait, Justine. mais je te jure, je crois que je vais devoir écrire un livre sur ça. Je te jure. Et il arrive à Toulouse, et puis moi, je lui dis, bah, c'est bien, prends une chambre d'hôtel, Coco, je suis pas là, je suis en tournée commerciale. Et il prend sa chambre d'hôtel, et moi, je débarque, je te dirais 24 heures, 48 heures plus tard. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, ah, bah, je suis là pour toi, je suis là, enfin, voilà, je veux qu'on se remette ensemble. Je lui dis, bah, c'est bien, mais pas moi. Et je pars. Et là, ma mère me passe un savon. Mais je sais pas ce qu'elle a, ma mère, avec Justin. Elle me passe un savon. Comme quoi, je n'agis pas bien avec lui, je suis trop dure, que je devrais lui laisser une seconde chance, que ça fait des mois que je suis pas bien à cause de la séparation, il a quand même traversé de l'Atlantique pour venir me reconquérir et que je devrais quand même considérer ce genre de geste. Et elle me dit, même s'il dort sur le canapé, moi je veux pas qu'il prenne une chambre d'hôtel et qu'il dépense l'argent qu'il a pas, donc tu le fais venir à la maison. Ok, maman. Donc là, j'appelle Jessie, je lui dis, écoute, je vais venir te récupérer avec le camion de l'entreprise. Mais tu vas dormir sur le canapé. Parce que ma mère veut absolument te voir. Ok, très bizarre comme situation. Et en fait, au final, on s'est vite rabiboché en quelque sorte, sauf que je me suis pas laissée faire aussi facilement. Et il est resté 3 mois en France pour essayer de me reconquérir. Déterminé le mec. Un peu. Hein. Et alors, comment il s'y est pris, à part être sur place? Comment il s'y est pris? Ah bah, il prenait la voiture de ma mère, il allait m'acheter des fleurs, il nettoyait ma chambre quand j'étais au travail, il rangeait toute ma chambre, faisait le lit, etc. Il faisait mes lessives, il faisait genre... Il m'envoyait des petits messages, j'espère que ta journée se passe bien. Des trucs qu'il faisait pas forcément, parce qu'il m'avait pris, je pense, pour acquise, des trucs qu'il faisait pas forcément à l'époque, et il avait vraiment mis les bouchées doubles pour me récupérer. Bon. Chose qui réussit. Et suite à ça, vu que lui, sa chaîne YouTube avait un petit peu décollé grâce au Covid, il avait plus besoin de faire Uber. Donc, il était beaucoup plus flexible. Et moi, je te dirais, avril-mai 2021, je perds mon travail de commercial. D'accord. Qui, de toute manière, n'était pas le job qui te plaisait trop. Ouais. Et en fait, ça a fini avec un syndiqué, ça a failli finir au prud'homme. Et du coup, j'ai eu gain de cause. Et au final, ça m'a juste dégoûtée du monde de l'entreprise, quoi. Donc, depuis cette histoire, j'ai dit à Justine, écoute, je n'ai plus de boulot. Je sais pas quoi faire de ma vie, je suis à moitié en dépression. Là, je t'avoue que tous mes espoirs de bosser au milieu du cheval sont en train de s'écrouler. Et il me dit, écoute, Lorraine, je suis aux États-Unis en ce moment. Tu peux pas venir aux États-Unis parce qu'il y a encore des restrictions, mais viens, on se rejoint au Mexique. Et là, il m'explique un peu YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et il me dit, tu passes bien la caméra, pourquoi t'essaierais pas de te mettre sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux? Sachant que t'étais déjà active sur les réseaux sociaux autres que pour tes copains ou pas particulièrement? Non, pas du tout. J'avais 200 abonnés sur Insta. Non, vraiment. J'aimais bien prendre des photos et me faire jolie et poster mes petites photos, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, je commence à faire quelques réels, quelques vidéos YouTube.
ça marche pas trop. Il y a quelques réels qui prennent à 80 000 vues ou 100 000 vues et je me dis peut-être que je tiens un truc. Mais c'est tout. Et tu parles de quoi à l'époque sur ces réseaux? De voyage, tout simplement, d'Airbnb, de voyage, de trucs comme ça. Et j'arrête tout et je sais pas, moi je te dirais 3-4 mois plus tard, je pars aux États-Unis le voir puisque les frontières avaient réouvert. Donc là, on est en 8 novembre 2020. Fin 2021? Ouais, 8 novembre 2021. Donc là, je pars aux États-Unis après 4 ans et demi où je ne suis pas retournée aux US. Je repars du coup aux États-Unis, mais je suis complètement déprimée. Justin fait ses vidéos dans sa chambre. Moi, je suis sur son canapé en train de scroller TikTok et je fais rien de ma vie. Mais rien. Et à un moment donné, il pète un câble, il balance mon téléphone par terre et me dit « Écoute-moi bien, ça suffit. Ça fait 3 semaines que t'es logé, nourri, blanchi ici et que tu t'en fous pas une. Ça suffit de te morfondre sur ton sort. T'es bourré de capacités, donc maintenant, tu vas trouver une solution et tu vas faire quelque chose de tes 10 doigts parce que t'as plein de capacités. » Et là, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais ? Comment je procède ?» Parce que c'était ce que j'avais besoin. Au début, j'étais un peu en mode « Mais pour qui tu te prends ?» Et en fait, je me suis laissé 1 heure où je me suis dit, où j'étais toute seule dans le canapé, j'ai fait, peut-être qu'il a raison en fait. Genre vraiment, ça fait 1 an et demi, enfin pas 1 an et demi, mais ça fait 6 mois où là je fais rien de ma vie, où je suis un peu déprimée. Il faut vraiment que je me reconcentre. Et en fait, j'analyse un peu ce qui se fait sur TikTok concernant les États-Unis. Et en fait, je me fais non mais la folle, je fais un tableur Excel avec qui fait des vidéos, comment ils font des vidéos, pourquoi ils font des vidéos, qu'est-ce qui marche pas. En et comment je peux français ou m'améliorer. pas particulièrement en français ou... Si, parce que j'avais déjà essayé. En fait, les premières vidéos que je faisais, elles étaient en anglais. Et je voyais que je galérais quand même à le faire en anglais. Donc, je me suis dit, pour me remettre un peu le pied à l'étrier, je préfère le faire en français. Et la deuxième vidéo sur TikTok tape le 1,9 million de vues. Waouh. Et donc, du coup, je me dis, ok, d'accord, donc c'est ça qui marche, c'est ça que vous voulez voir, eh bien, je vais continuer. Et donc, j'ai continué pendant 1 an et demi, et voilà. Et donc, maintenant, c'est devenu ton métier, la création de contenu média. Ça n'a pas été mon métier tout de suite parce que gagner en fait son petit bout de pain avec les réseaux sociaux, c'est pas facile au début. Donc, pendant, je te dirais, 6 mois 2022, ouais. Donc, l'année dernière, pendant 6 mois, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père à Nice. D'accord. Où je faisais des déménagements et des débarras. Donc, je portais des meubles, des frigos, des machines à laver, je balançais tout par terre, j'éclatais tout. Enfin, voilà. Franchement, l'avantage de ce métier, c'est que je gagnais bien ma vie. J'avais du temps libre pour faire mes vidéos parce que mon père était super flexible. Il me disait, si tu veux partir 3 mois aux US, tu me le dis au moins 2 semaines à l'avance que je prenne un gars, mais tu peux partir. Ouais. On n'avait pas de contrat, c'était mon père. Honnêtement, c'était voilà. Ouais. Et j'étais autonome parce que dès qu'il devait partir en vacances ou quoi que ce soit, il me faisait assez confiance pour gérer la baraque. Et en fait, j'aimais beaucoup parce que même si c'est un métier un peu bourrin, c'est un métier qui me maintenait quand même en forme physiquement. Et c'était sympa, je veux dire, c'est pas non plus... Alors, c'est dur ce qu'on fait, mais on fait du 8h midi, on va manger au resto tous les jours, on a 2 heures de pause, on finit à 17h30, 18h. Enfin, c'est pas... Ça va, quoi. Franchement, contrairement à ce que je faisais avant, honnêtement, les horaires, ça allait. Et puis, on mangeait au resto. Enfin, c'était cool, quoi. Puis, c'était mon père. Donc, c'était cool. Et dès que ça a commencé un petit peu à prendre, j'ai dit à mon père que j'allais lâcher du coup, ce que je faisais avec lui pour essayer de me concentrer un peu plus sur ce que je faisais au niveau des réseaux sociaux pour voir où est-ce que ça mène, tout simplement. Et je lui ai dit, si je vois que je galère encore, je t'appelle. Il me dit, pas de souci. Quand tu veux, tu viens bosser. Si t'es en galère de thunes, tu viens. Si t'es pas en galère de thunes, continue ce que tu fais. Et voilà. Et donc là, depuis novembre 2022, donc ça va faire tout juste 1 an là, où j'arrive à me tirer, on va dire, au moins un SMIC minimum brut par mois. Voilà. Bravo. Donc c'est pas, je gagne pas des milliers et des cents. Il y a des mois où c'est un peu mieux que d'autres mois, mais je maintiens la tête hors de l'eau, on va dire. Super. Donc c'est pas si mal. D'accord. C'est pas si mal. Et alors, ton histoire d'amour avec Justin et avec les États-Unis, qu'en est-il ? Parce que là, donc aujourd'hui, tu me parles des US. Tu es où là ? Là, je suis en ce moment à Tampa. Ouais.
donc en Floride. Ouais. Mais quand je suis revenue aux États-Unis, que j'ai commencé les réseaux sociaux en 2020 et fin 2021, le père de Justin était très malade. Il a perdu son papa début 2022, janvier 2022. À ce moment-là, on a eu un déclic. Et on s'est dit que ça suffisait la distance. Que honnêtement, lui, il avait besoin de quelque chose de stable et que moi aussi, et qu'on n'en pouvait plus. Et on a décidé, du coup, suite à plusieurs analyses, d'opter pour le visa K1, qui est un visa fiancé. On a fait la demande en mars 2022. On a envoyé le premier dossier en mars 2022 et on a eu la réponse en mai 2023. Oh waouh, plus d'un an après. Ouais, mai 2023. Et la réponse, c'est quoi alors ? La réponse était que notre premier dossier était accepté, qu'on avait le feu vert pour faire du coup le dossier du visa, tout envoyé, et j'ai passé l'examen médical officiel il y a 3 semaines et je passe l'entretien officiel pour ce visa le 13 décembre. D'accord, donc bientôt à l'ambassade des US à Paris. C'est ça. Et donc normalement, si tout se passe bien, début 2024, courant février-mars, j'aurai mon visa et je pourrai me marier et obtenir la green card par la suite. Wouhou! Donc du coup, vous avez ce projet-là, mais vous pouvez pas avoir de date de mariage encore, puisque vous attendez tous ces papiers qui vous permettent... Non. Et honnêtement, le visa cumulé avec la green card, c'est quelque chose qui est assez cher. Et on s'est dit que, en plus de ça, réunir nos 2 familles, ça allait être très, très, très compliqué. Financièrement et même culturellement. Donc, pour l'instant, on n'a pas décidé de faire de cérémonie. On a juste décidé de signer les papiers. Faire un truc pour vous deux, quoi. Voilà, juste de faire quelque chose de simple. Il y aura certainement 2-3 membres de la famille de Justin avec qui on est très proches qui seront présents. J'essaye de faire venir ma mère en surprise pour qu'elle soit ma témoin. Mais si elle écoute le podcast, merde. Le temps qu'il sorte, il sortira pas avant janvier, donc on est bien. Ah bon bah ça va. Je peux balancer tous tes secrets. Voilà. Mais franchement non, voilà, c'est un peu le but parce que ma maman a eu un cancer il y a 1 an quand même. Elle a eu un double cancer même et en fait, j'ai perdu énormément de personnes de ma famille. C'est pour ça aussi que j'avais du mal à repartir aux États-Unis. C'est que en l'espace de, je te dirais, 3 ans, j'ai perdu 5 ou 6 membres de ma famille, de ma famille proche ou de mes amis proches. Donc en fait, ça m'a mis un peu une claque. Et quand ma mère est tombée malade, je me suis dit qu'en vrai, pas le temps est compté parce que je sais qu'elle va vivre longtemps et qu'il n'y a aucun souci là-dessus, mais qu'on profite du moment présent. Ouais, on arrête d'attendre, on arrête de se dire et si, et pourquoi, et comment, j'ai pas les moyens, mais les vacances, les machins. Stop. On se donne les moyens, on fait ce qu'on a envie de faire, et voilà. Et même moi, dans mon optique de travail, tu vois, je l'ai dit à Justin, j'ai dit honnêtement, je pense que le jour où j'ai la green card, il va falloir que je trouve peut-être un emploi à mi-temps, le temps de pouvoir rebondir au niveau des réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, mais je lui ai dit, je ne prendrai pas un job qui me coûte 45-60 heures semaine, au maximum, tu vois, qui me bouffe la santé. C'est mort. Je veux ma flexibilité, je suis trop accro maintenant à ma liberté. Ouais, une fois que tu écoutes, pouvoir faire ce genre de choses. C'est pas facile. Et même si financièrement c'est compliqué, je préfère galérer financièrement et avoir ma liberté que l'inverse. La liberté, c'est quelque chose qui m'a toujours, je pense, collé à la peau et ouais, je pense que j'aurais du mal à retourner en entreprise. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, donc Justin, son papa est tombé malade en 2022, donc à ce moment-là, c'était pas une question, c'était même pas possible de considérer pour lui de venir vivre en France, mais depuis, comment est-ce que vous vous êtes arrêté sur le fait que vous deux, ce sera aux États-Unis point barre? Alors en fait, papa de Justin est tombé malade en 2021 et ça a été foudroyant dans le sens où c'était un cancer du poumon qui a été... en 3 mois, il était parti. Mais Justin a un enfant qui est maintenant adolescent, qui a 13 ans, qui a toujours vécu aux États-Unis. Justin a un business qui est sur les croisières. Les croisières, le plus gros port de croisière, c'est en Floride, à Miami. Businessment parlant, personnellement parlant, pour lui, ce n'est pas envisageable de déménager en France.
Et puis la France, il aime bien pendant les vacances, mais il se voit pas du tout vivre en France. Pour plusieurs raisons. C'est pas qu'il aime pas les Français, mais il trouve que la mentalité est beaucoup trop différente et il adhère pas forcément à la mentalité française. Il aime bien voir tout de suite. Et le fait que tout ferme tout le temps en France, ça l'agace un peu. Non, mais tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que non, ça le fera pas. Mais il adore le saucisson, à ce que j'ai compris. Mais il adore la gastronomie française, il adore le saucisson. Et si on pouvait ouvrir une échoppe de saucisson ici en Floride, il serait le roi du monde. Bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, non. Et puis même moi, en fait, professionnellement parlant, je pense que j'ai plus d'opportunités en étant aux États-Unis qu'en restant en France. Les opportunités en tant que Français et francophile en étant aux États-Unis, elles sont 10 fois plus importantes que si on est en France. Du coup, donc là, vous êtes en pleine procédure visa fiancé. Vous êtes tous les deux, du coup, créateurs de contenu sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui m'a marqué récemment, enfin, il y a quelques mois, où tu avais fait un post sur la difficulté, finalement, d'être un couple, je ne sais pas si c'est multiculturel, mais je veux dire, parlons franchement des choses. Le fait, en fait, que ton copain soit noir... T'as été très embêtée en fait par tes abonnés. Est-ce que tu veux en parler quelques instants ? Oui, pas de souci. Alors c'est vrai que un couple multiculturel et en plus mixte, ça peut faire polémique malgré qu'on soit en 2023, malgré que. Ouais, on a l'impression que c'est un débat d'un autre temps un peu. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que, enfin moi c'est mon impression. J'ai l'impression que les gens quand ils sont sur les réseaux sociaux, les gens qui commentent ce genre de bêtises sur les réseaux sociaux, ont laissé leur cerveau à l'extérieur de leur chambre. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas l'impression qu'ils réfléchissent, mais c'est vrai que on se prend souvent des vagues de haine avec Justin, que ce soit de son côté comme du mien, parce que il est noir, parce que il est à distance et que attends, un noir à distance, tu crois franchement qu'il est fidèle ? Non mais attends. Voilà. Ouais. Ou parce que je suis une collabo. Je collabore avec l'ennemi. Pourquoi ? Je collabore avec la couleur. Vache. Non, mais je t'assure, il y a des commentaires, et je pourrais même pas les dire là parce que tu pourras pas publier ton podcast si je le dis. Mais j'ai des commentaires qui sont très, très limites. Je crois que le plus qui m'a fait du mal et le seul qui m'a fait pleurer, c'est quand j'ai eu un message privé sur Instagram je crois que c'était un Américain, qui me disait en anglais que de toute façon, on devait tous les brûler, que moi, on devrait me brûler avec, et que je ne méritais que ça parce que de toute façon, je faisais partie de la sous-race maintenant. Et il m'avait envoyé une vidéo où en fait, on voyait des gars un peu comme le Ku Klux Klan, tu sais, avec des bonnets blancs. Et on voyait une personne noire, en fait, se faire pendre par ces hommes-là. Et en fait, jusqu'à la fin où elle meurt. Alors, je ne sais pas si c'était une simulation ou si c'était une vraie vidéo. Je l'ai signalé à Instagram, je l'ai signalé en story. À l'époque, je n'avais pas beaucoup non plus d'abonnés. J'avais peut-être, je sais pas, je te dirais 40K, 50K sur Insta. Donc, quand j'ai eu ça, je me suis dit, waouh. Ah ouais, quand même. Là, on est sur un autre level. Là, je ne suis pas juste une collabo. Là, c'est pas des petits commentaires sur une vidéo TikTok. Là, c'est bien plus. Mais ouais, non, c'est pas facile. Mais après, si tu veux, c'est juste que j'ai l'impression que depuis que les réseaux sociaux sont mis à la comment te dire ça, à la disposition de tout à chacun, les gens ont le droit de s'exprimer de la manière dont ils veulent, comme ils veulent, sans filtre. Beaucoup plus qu'à l'époque. Et en fait, tout le monde a le droit à la liberté d'expression, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à mon avis, les gens devraient peut-être s'éduquer, je ne sais pas, ou s'auto-éduquer. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu peux tomber sur des vidéos, pour peu que tu regardes des vidéos, je ne sais pas, du RN, ou je te dirais des bêtises, tu vois, ou des vidéos très extrémistes, et ben tu vas tomber que sur ce type de vidéos. Du coup, tes idées, elles seront formatées par rapport à ces vidéos, et donc du coup, tu n'auras plus aucun filtre, et tu feras ce genre de choses. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, et notamment, en général, ce sont des personnes qui sont très très jeunes, ce qui est assez flippant en fait. C'est flippant.
Du coup, là, le futur, c'est pouvoir revenir aux États-Unis, vous marier et t'installer pour de bon, quoi. C'est ça. Et là, justement, alors cet après-midi, c'est visite de l'aquarium parce que j'ai jamais été à l'aquarium. Il essaie de me faire plaisir en ce moment, il est mignon. Mais hier, on a fait une visite voiture des différents endroits où on pourrait habiter parce que là, on est dans un tout petit appartement qui est pas forcément dans un très bon endroit. Et on veut vraiment changer d'appartement avec 2 chambres bien distinctes pour qu'on ait nos propres bureaux, nos propres espaces de travail parce qu'on travaille de la maison tous les deux. Et donc, on est en train de faire des recherches d'appartements. C'est un peu l'objectif ce mois-ci. C'est pour ça que je suis à Tampa. Je suis à Tampa pour Halloween, pour l'anniversaire de Justin, pour Thanksgiving, mais aussi et surtout pour l'aider à chercher un appartement. D'accord. Super. Eh ben, écoute, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci infiniment. Petite dernière question avant de te laisser, une petite question traditionnelle. S'il y avait un truc que tu pouvais chuchoter à l'oreille de la Lorraine, je sais pas, d'il y a 7 ans, avec le recul, avec tout ce que tu as appris finalement au cours des dernières années, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais, aie confiance en toi, n'écoute pas les gens qui essaient de te tirer vers le bas et crois en tes capacités. Parce que j'ai beaucoup douté de moi ces dernières années. J'ai souvent eu peu confiance en moi de par mon enfance. Alors ça, c'est autre chose, mais j'ai été harcelée très longtemps quand j'étais à l'école. J'ai eu très très peu confiance en moi pendant très longtemps. Et ça fait peut-être juste 6 mois que je commence à de nouveau avoir confiance en moi. Tu vois, là, par exemple, je vais m'inscrire à une classe de danse à talons. Tu sais, les trucs un peu sexy. D'accord. Parce que j'en ai parlé avec une copine qui fait ça et qui m'a dit mais c'est génial, si t'as pas beaucoup confiance en toi, que tu veux travailler ta confiance en toi et ta flexibilité, c'est la classe qu'il te faut. Donc là, je vais commencer justement ce genre de... Alors que je suis pas danseuse, mais je vais essayer de justement combattre ces croyances limitantes. Non. Ouais. Exactement. Ouais. Ces croyances limitantes, c'est exactement ça. Eh ben super. Écoute, le message est passé à toutes les futures Lorraine qui se posent la question de partir vivre à l'étranger. Merci infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi, Lorraine, c'était très chouette. Je te souhaite avec plaisir. Plein de bonnes choses, un super mariage, et puis on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Anne-Flore. Merci pour toutes ces questions. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Lorraine pour ce chouette moment passé ensemble. Je lui adresse toutes mes félicitations pour son mariage qui est imminent au moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à vous un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Je compte sur vous. Certes, ça fait plaisir, mais ça nous aide aussi énormément à faire découvrir notre travail au plus grand nombre. La semaine prochaine, on va parler cinéma avec un certain Gilles Marini. Je vous laisse découvrir un extrait. Et c'est pour ça que je bien. suis parti. J'ai vu que mon père est décédé. J'ai vu la façon dont ma maman a été traitée pour pouvoir récupérer tous ses biens à elle, tout ce qu'elle avait travaillé dur pour. Jamais de pension, jamais de retraite. Alors j'étais vraiment un petit peu, tu sais, je sais pas si ça a changé. Ouais. C'était un petit peu compliqué chaque fois que tu voulais être patron en France. Et donc j'ai été écœuré. Je sais pas comment te le dire. J'avais un petit peu des photos mannequinat d'un photographe qui s'appelle Fred Goudon. Et puis j'ai un peu tenté ma chance, sac à dos, connerie. Et puis j'ai pris un avion et j'ai dit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Starkey Hutch, le film, le cinéma, le mannequinat. Ça avait l'air un petit peu plus attirant parce que je me sentais plus un étranger en France qu'un étranger aux États-Unis immédiatement. Alors que tu n'avais jamais vécu à l'étranger avant? Non seulement ça, j'ai jamais pris un avion et j'ai jamais parlé le mot en anglais. J'arrivais, je connais, c'est absolument rien. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu comprends rien. En attendant mardi prochain, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde d'être à la semaine prochaine pour vous faire découvrir cette nouvelle histoire. À bientôt.